On vient dans cette forêt chercher de la résine et du bois. Cet arbre est un aram. C'est lui qui nous donne la résine. Il faut tailler l'écorce et attendre que la résine coule. Avec ça, on fait le calfatage des bateaux. Zanahar, nous avons besoin de toi. Donne-nous ta bénédiction pour l'œuvre qu'on va réaliser avec ce bois. Protège aussi ceux qui vont travailler sur le bateau. Je te remercie et je t'offre ce rhum. Il y a près d'un siècle, dans cette région de Madagascar, les hommes n'avaient pas le droit de travailler le bois. C'était un tabou. Selon la loi des ancêtres, la grande terre des Malgaches était sacrée. Pour tailler leurs planches et leurs madriers, les charpentiers devaient donc aller au large, sur l'île de Sainte-Marie. L'interdit a aujourd'hui disparu, mais la seule scierie de la région est installée là-bas. Ce matin, Olivier et les siens doivent donc prendre la mer et se rendre à Sainte-Marie. Ce bois-là est parfait pour construire les coques des bateaux. Mais il y en a de moins en moins près de chez nous. On est souvent obligé d'aller loin pour en trouver. Maintenant, on va tailler ces troncs et on en fera les membrures de notre bateau. Il est midi lorsque le bateau d'Olivier accoste dans le port de Sainte-Marie. Par chance, la menuiserie est ouverte. Ils pourront, sans attendre, y raboter les troncs coupés sur la grande terre. Posée à 8 km de la Grande Terre, Sainte-Marie est un vestige oublié de l'aventure coloniale. Dans chaque famille de cette petite île, on compte un ancêtre Vasa, un blanc, et beaucoup de Saint-Mariens avaient jadis un passeport français. Les premiers Européens qui abordèrent ici étaient corsaires et pirates. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'île était leur repère favori dans l'océan Indien. Les derniers y sont morts il y a moins d'un siècle. Ici repose notamment le caporal André Labigne ou Joseph Le Croisic, dit la Civette, mort au combat à l'âge de 24 ans. Dès la fin du XVIIIe siècle, l'île abritait une flotte importante. On y construisait des goélettes et on y réparait de nombreux bateaux. Cette tradition de charpenterie de marine s'est transmise au fil des générations. Les pères ont légué aux fils leurs outils et la même tige de métal sert aujourd'hui de gabarit pour la découpe des membrures. Grâce à ces navires, la côte orientale de Madagascar s'est enrichie très vite au début du XXe siècle. Sainte-Marie rivalisait alors avec Zanzibar pour le commerce des épices. Sur le port se dressent encore quelques maisons de ces riches négociants français, chinois ou indiens.
Leurs murs de planches sentent encore la vanille et en décembre, aux plus fortes chaleurs, c'est l'odeur du girofle qui envahit chaque pièce. Aujourd'hui, les gros bateaux croisent au large et tous les marins qui font escale ici repartent avant la nuit. Dans 3 heures tout au plus, Olivier, lui, sera de retour dans son village, sur la Grande Terre. Le village de Manoump ne compte que 300 habitants, mais comme tous ceux de la côte, il a pourtant son chantier naval. Olivier et le vieux Raymond y construisent un boutre de 15 tonnes pour un commerçant chinois des environs. Les membrures découpées à Sainte-Marie ont déjà été placées à la poupe. La résine collectée dans la forêt sert maintenant à terminer le calfatage de l'embarcation. Aucun n'a véritablement appris le métier, mais tous, comme Raymond, pourraient travailler les yeux fermés. Moi, je ne suis pas allé à l'école. J'ai appris la charpenterie sur le tas en travaillant avec d'autres. Plus tard, j'ai commencé à faire mes propres plans. La nuit, souvent, je reste éveillé et je pense à mon bateau. J'arrive alors à imaginer le dessin dans ma tête. C'est comme ça que je construis les bouts. Manoump est très loin de la ville. Il est difficile de s'approvisionner ou d'expédier nos marchandises. La seule solution, c'est le bateau. Nous, on sait qu'on aura toujours des bateaux à construire. C'est pour ça que c'est un bon métier. À la proue du navire, Olivier a choisi de placer une tête de zébu. La bosse, sur le dos de cet animal, évoque, dit-il, les vagues de la mer et portera chance aux marins. On dit ici qu'il faut être riche pour avoir un bateau, mais surtout qu'il faut avoir un bateau pour être riche. La route côtière qui traverse le village est une des plus mauvaises de l'île. Pour gagner Tamatave, la grande ville, située à 200 km au sud, le voyage en camion dure parfois 4 à 5 jours. Alors, avoir son propre boutre, c'est aussi le rêve d'Olivier. Ça, c'est Espérance. Un grand bateau, ce sera mon bateau. Je me dois de le construire un jour. Ce sont les moyens qui me manquent actuellement, mais je sais que j'en suis capable. Et c'est pour ça que je l'appellerai Espérance. Les plans sont déjà faits, et chaque mois, Olivier met un peu d'argent de côté pour sa construction. Dans 10 ou 15 ans, c'est sûr, il aura son bateau. Il y a peu de temps encore, Victor était routier. Mais l'an dernier, il a pu faire construire son propre bateau. Aujourd'hui, il est l'un des armateurs les plus actifs de la région. Métis chinois par son père, il est aussi commerçant comme lui. Tout au long de l'année, il sillonne la côte est de l'île à la recherche de marchandises à transporter. En ce moment, c'est la fin de la saison du girofle. Il n'en reste presque plus. Je vais dans un village à 10 km d'ici. On m'a dit qu'un commerçant avait encore des stocks. Il est beau, c'est vrai.
Mais je peux pas l'acheter à n'importe quel prix. Combien t'en veux? 4000, pas moins. Non, c'est pas possible. Tu sais tous les frais que je vais avoir pour l'emmener au bateau et ensuite pour le descendre à Tamatave. Bon. C'est pas grave. À la prochaine. Victor a décidé d'attendre en espérant que le prix du girofle baissera à son prochain passage. Pour compléter sa cargaison, il a acheté du palissandre. Devenu rare sur l'île, ce bois est toujours très demandé. Il n'aura pas de mal à le revendre. J'ai choisi le transport par boutre parce que les routes sont vraiment trop mauvaises. Quand j'étais routier, j'avais du mal à gagner ma vie et j'avais sans arrêt des pannes et des réparations sur les camions. Avec mon bateau, c'est beaucoup plus facile. Victor a donné à son boutre le prénom de sa fille, Ornella. Équipé d'un moteur neuf et d'un équipage expérimenté, le bateau peut charger jusqu'à 60 tonnes de marchandises. Haricots, bois, cannelle, pois chiches, ces cales sont pleines pour la descente sur Tamatave. Comme dans tous les villages de la côte, il n'y a ici ni quai, ni véritable port. Un radeau de fortune sert donc au chargement du navire. Un autre boutre, ancré dans la baie, est en panne de moteur. Aucun moyen, bien sûr, de le réparer sur place. Victor propose alors au capitaine de le remorquer. Prévu en 24 heures, la traversée sur Tamatave durera près du double. Pour rentabiliser le voyage, on transporte un peu de tout. Vous voyez, on a des fûts d'essence et des bouteilles vides. On complète avec du bois de rose, du palissandre, un peu d'épices. En août, ce sera la saison du café. Et après, en septembre, en octobre, ce sera la saison du girofle et de la vanille. Et là, on n'aura pas de mal à remplir les cales du bateau. Les bateaux en bois construits ici sont de bons bateaux. Ils sont beaux, mais ils ne valent pas les bateaux en fer construits par les Blancs, les Vasa. Vous savez, quand ils ont 10, 12 ans, nos bateaux sont déjà foutus. On a de la chance. Ce bateau est tout neuf. Ici, quand un bateau est trop vieux, on a sans arrêt des problèmes. Moi, j'ai vu la coque d'un boutre se casser en deux en pleine mer. Tout le monde s'est retrouvé à l'eau, et certains y sont restés. La traversée s'est faite sans encombre. Au petit matin, c'est même le coq qui a réveillé l'équipage. Pour venir de Mananar comme nous, un camion de 5 tonnes devrait faire 12 fois le voyage pour emporter la même cargaison. Avec les pannes et l'usure du véhicule, ce n'est vraiment pas rentable. C'est pour ça que j'ai décidé de faire construire un deuxième bateau, plus grand, en 1999. En fin de journée, Ornella retrouve Tamatave, son port d'attache. Pour Victor et l'équipage, le voyage aura duré pas moins de 3 semaines. Le bois et les épices qu'ils ramènent seront exportés vers l'Europe. Les denrées alimentaires, haricots et pois chiches, seront vendus en ville, sur les marchés.
Tamatave est le premier port de Madagascar. Par ses quais transitent 80% des exportations du pays. Les cargos asiatiques déchargent ici pétrole, voitures ou téléviseurs. C'est en fin d'année, de septembre à décembre, que le port connaît sa plus grande activité. En plus de leur cargaison hétéroclite, les boutres ramènent alors au port de Tamatave l'or noir des forêts malgaches, la vanille. Originaire du Mexique, elle a fait depuis un siècle la fortune du nord de l'île. Madagascar en est depuis longtemps le premier producteur mondial et fournit, dit-on, la meilleure vanille du monde. Ici, toutes les familles ou presque vivent de la vanille. Comme beaucoup d'autres, Alexis est lui-même cultivateur, préparateur et collecteur de vanille. C'est difficile. Je dois aller chercher de la vanille un peu partout en forêt. Je fais parfois 20 km par jour. On doit surtout contrôler sa qualité. Elle doit être très très bien préparée. Alexis ne produit que 200 kilos par an, juste de quoi nourrir les siens. Il travaille pour son propre compte, mais vend toute sa production au même exportateur. 2 fois dans la saison, il descend le fleuve en pirogue pour livrer ses 3 caisses de vanille. J'apporte la vanille à Nono Ranjanur. Il est en ville à Antala. C'est un peu mon patron. C'est lui qui m'avance l'argent pour la collecte. Ensuite, c'est lui qui exporte. Moi, je ne peux pas faire ça. Lui, il a des moyens et surtout un gros bateau pour l'expédition à l'étranger. Pour gagner l'embouchure, Alexis a mis plus de 5 heures. À la nuit tombante, il s'empresse de décharger. La vanille est ici un bien très précieux que certains n'hésiteraient pas à voler. La marchandise d'Alexis est d'excellente qualité et l'acheteur n'en discutera même pas le prix. Nono Ranjanur est un des rois de la vanille. Lui aussi est commerçant et d'origine chinoise. Ils sont moins d'une dizaine comme lui ici à exporter directement la vanille vers les États-Unis ou l'Europe. Dans leurs ateliers, travaillent à l'année des centaines d'ouvrières. Chacune est affectée à une tâche précise. Les plus expérimentées sont chargées de sentir les bouquets pour en extraire les gousses pourries. Après cuisson, la vanille est mise à sécher, puis soigneusement triée et mesurée avant expédition. Capitale mondiale de la vanille, Antala est quasiment inaccessible par la route. Les exportateurs ont donc toujours eu des bateaux pour écouler leur production. Il y a 2 ans, Nono lançait lui la construction de Sabrina. Avec ses 120 tonnes de charge, ce boutre sera le plus gros navire malgache. Il y a beaucoup de fret à transporter, autre que la vanille. Il y a aussi le girofle, le copra, il y a les huiles de palme. Et dans l'autre sens, donc, tous les approvisionnements de la région, dans le sens Tamatave-Antala. Donc, c'est pour ça que j'ai construit un bateau un peu plus grand, mais
C'est pas une question de défi. Moi, je sais même pas exactement pourquoi on est arrivé à 120 tonnes. Gabriel est charpentier depuis 20 ans. Malgré son expérience, la construction de Sabrina était bien pour lui un véritable défi. Moi, j'ai arrêté l'école très jeune et j'ai appris le métier avec mon père. En fait, je n'ai jamais eu de formation théorique. C'est la première fois que je construis un bateau aussi grand. C'était difficile, surtout au début, mais on a trouvé toutes les solutions à nos problèmes. Ça nous a beaucoup appris. Trois mois plus tard, le pari est à moitié gagné. Sabrina repose sur le flanc, prête à prendre le large. Il ne reste plus qu'à le mettre à l'eau. La force des hommes n'y suffirait pas. On utilise donc des bulldozers. La mise à l'eau durera tout de même plus de 2 jours. Nono voulait un bateau sûr et moderne. Sabrina est par exemple équipée de panneaux solaires et d'un GPS. Les plans du bateau ont même été commandés à un spécialiste français, un Vasa. Avec sa silhouette de yacht de croisière, Sabrina est en fait un navire révolutionnaire pour Madagascar. Pour sa construction, Gabriel, lui, n'a pourtant rien changé à ses méthodes de travail. Ça, c'est le plan du bateau, dessiné par un étranger. Il ressemble bien au bateau, surtout la coque, mais on s'en est servi que pour construire la cabine du capitaine. Pour le reste, on n'en a pas eu besoin. Moi, en fait, je travaille toujours sans plan. Quand je connais le volume demandé par le client, j'utilise mon gabarit, et c'est comme ça que je détermine les mesures du bateau, sa longueur, sa largeur. Ensuite, je n'ai plus qu'à construire les pièces maîtresses à partir de ces calculs. Il n'y a plus rien qui protège le bateau en dessous, alors on préfère le faire flotter ce soir. Parce que quand la marée descend, ça fait un choc au bateau comme ça. Hein. Alors ça corrige tout. Et en fin de compte, il peut se faire que le bateau se détoupe. Arrête. Va, fais-le. Allô, commandant? Ça y est, c'est parti. Allô, commandant? Il restait plus qu'à 1 mètre. Hein? Juste 1 mètre, c'était suffisant. À la nuit tombée, après 2 jours d'efforts, Sabrina flotte enfin dans les eaux malgaches. C'est un soir de pleine lune, un bon signe adressé par les ancêtres. Demain, on les appellera et on demandera leur bénédiction. Seul compte ici la parole des ancêtres. Mais les Malgaches sont aussi officiellement catholiques ou protestants. Et pour les marins de l'île, 2 bénédictions valent mieux qu'une. Le baptême traditionnel terminé, c'est donc au curé de bénir le navire.
Tous les marins de la ville et leurs familles sont là. Un ministre s'est même déplacé pour l'occasion. Pour Madagascar, la mise à l'eau d'un bateau de cette taille est un véritable événement. Bénie des dieux et des ancêtres, Sabrina peut alors effectuer sa première sortie. Tout marche bien, le moteur tourne bien, le bateau est assez stable, on atteint presque 12 nœuds. On va commencer à rentabiliser parce que on n'a fait que dépenser depuis presque 3 ans, 2 ans et demi. Mon père il est arrivé à Madagascar sans rien, il est rentré dans un bateau. C'était du temps du communisme dur encore en Chine, alors il est parti juste uniquement avec un petit bagage. Aujourd'hui j'ai un bateau qui m'appartient. Moi je suis sûr qu'il aurait été fier s'il était là. Surtout lui, quoi, mais moi, être fier, je ne vois pas tellement de la fierté. Un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va faire un autre plus gros que le mien. Dernier né des chantiers navals malgaches, Sabrina est un bien beau bateau. Mais certains ici voient déjà plus grand. À Antala, on construit des boutres de 200 tonnes et plus qui seront mises à l'eau l'an prochain. Certains marins rêvent même de faire autre chose que du cabotage à Madagascar, de naviguer vers les Comores ou le Mozambique. Oui, c'est sûr. Les ancêtres de la Grande Terre doivent être fiers.